Bonjour et bienvenue à Champs Libre. L'itinérance, un phénomène complexe qui revêt de multiples visages et qui fait partie de notre réalité sociale. Un phénomène qui s'est transformé au cours des dernières décennies et qui touche de plus en plus de gens de tous les âges et de tous les milieux. On estime à 150 000 le nombre de Canadiens qui connaissent une situation d'itinérance au cours d'une année. Même si les études peu nombreuses et conservatrices datent déjà de plusieurs années, Santé Québec a estimé qu'en 1998, 28 214 personnes se sont retrouvées en situation d'itinérance, dont 12 666 ont été sans domicile fixe au cours des 12 derniers mois suivant l'étude. À la surprise de certains, le phénomène de l'itinérance s'étend aussi dans la région de la Naudière, autant dans les milieux urbains que ruraux. Par chance, des organismes sont présents afin d'aider les plus démunis, combler leurs besoins de base et les accompagner dans leur cheminement. Mais pour prendre cette voie, il faut vouloir s'aider. Voici donc l'histoire de Catherine et de son chemin vers des jours meilleurs. 17 octobre 2014. À la tombée de la nuit, la population se rassemble à l'île des Moulins de Terrebonne pour célébrer la 11e édition de la Nuit des sans-abri du sud de la Naudière. Ils sont plus d'une centaine à se réunir, à marcher et à se faire entendre. Le but? Sensibiliser le plus grand nombre au phénomène de société qu'est l'itinérance. Une problématique qui ne met personne à l'abri, homme ou femme, jeune ou vieux. Parlez-en à celle que nous appellerons Catherine pour préserver son intimité. Après près de 20 années de consommation, le retour à la vie normale est ardu. J'ai toujours eu j'ai mes amis qui consomment tous. J'aurais pu retourner avec ces gens-là, mais vu que je voulais vraiment m'en sortir en thérapie, que je pensais que ma mère allait me reprendre, que c'est la première fois que je me retrouve vraiment dans une situation semblable. La situation à laquelle Catherine fait référence, c'est de vivre sans toit. Par chance, elle échappe à ce mode de vie critique en faisant appel au service d'une maison d'hébergement d'urgence, la Hutte. Je me serais trouvée à la rue. Ouais, au mois d'octobre, au froid. L'itinérance est une réalité méconnue dans la région de la Naudière, mais elle est pourtant bien présente. Le réflexe des personnes qui vivent dans la région, c'est de me dire il existe des itinérants dans notre région. Bien, il y a beaucoup d'itinérance cachée, il est moins visible en région qu'à Montréal. C'est sûr, quand tu te promènes à Montréal, c'est beaucoup plus choquant. C'est sûr que c'est rare qu'on va entrer, mettons, dans un guichet automatique et voir une personne en situation d'itinérance couchée là. Je pense que c'est pas toléré nécessairement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une très grande détresse mais une très grande pauvreté dans notre région. En fait, dans la région de la Naudière, on estime qu'il peut y avoir un petit peu plus que 4 à 5 000 personnes en situation d'itinérance. C'est difficile d'avoir un chiffre exact parce que y a tous les gens qui se retrouvent dans la rue qui ne fréquentent pas les ressources auxquelles on ne peut pas faire un dénombrement. Environ 5 000 itinérants dans la région. Mais où sont-ils? En fait, si on regarde dans les grands centres urbains, ils sont souvent regroupés par l'endroit où se retrouvent les ressources. À Montréal, il y a un quartier où les ressources sont toutes là. Les personnes en situation d'itinérance, ils vont pour répondre à leurs besoins, que ce soit manger, se vêtir ou dormir. En région, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça veut dire que les ressources sont un petit peu plus dispersées. On a tendance à croire que l'itinérant, c'est celui qui quête, celui qui dort sur les bancs de parc, celui qui se promène avec sa bouteille de bière, ce qui n'est pas nécessairement le cas.
On peut être assis ensemble au restaurant puis pas savoir si un ou l'autre se retrouve en situation d'itinérance. Il y a plusieurs visages de l'itinérance. Il y a pas... ça, c'est très caricatural, comme ce on a tendance à croire qu'il y a de l'itinérance. C'est l'itinérance qui est caricaturée qu'on voit à Montréal. Mais la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de gens de toutes les conditions aussi. On pense souvent que c'est des hommes de 50 ans, mais il y a aussi des jeunes hommes, des jeunes femmes, puis ils trouvent le moyen de se cacher. Parfois, il y a même des femmes qui vont, par exemple, accepter d'être avec un conjoint violent pour sortir un peu de la rue. Il y a des personnes aussi aînées qui ont travaillé toute leur vie, puis que peut-être ils ont tombé malades, qui ont vécu des longs séjours à l'hôpital, puis qu'ils se retrouvent en sortant en meilleure santé, mais en ayant tout perdu. Donc, ça peut être une situation comme ça. Il y a aussi tous ceux qui sont rebelles, puis qui ont causé des méfaits, se sont retrouvés dans des situations au niveau... ils ont fait des séjours en prison. Tous les jeunes qui sortent des centres jeunesse aussi, c'est des jeunes qui sont précaires, qui sont vulnérables, donc qui peuvent rapidement là, connaître le chemin là, qui les mène vers l'itinérance. L'itinérance, un phénomène plus large et plus complexe qu'on pourrait le croire. On peut d'ailleurs en discerner 3 types. Il y a l'itinérance situationnelle, ce qui veut dire que c'est immédiat, c'est rapide, c'est une situation qui va se régler quand même assez rapidement. Le deuxième type, c'est l'itinérance cyclique, ce qui veut dire que toujours à la même période, la personne reconnaît des difficultés et se retrouve en situation d'itinérance. Ça peut être mensuel, ça peut être annuel, ça peut être biannuel ou aux 5 ans. Donc, c'est une période qui revient au cours de la même période de vie de la personne. L'autre, l'itinérance chronique, ça veut dire que c'est une personne que ça fait au moins 6 mois qu'elle est sans adresse fixe, qui se promène. Donc, tout le processus de désaffiliation sociale au niveau de sa rupture sociale est enclenché. Mes années d'expérience en travail de rue, j'ai vu beaucoup de personnes en situation d'itinérance, de l'itinérance cyclique ou chronique. Il y a certaines personnes dans le chronique, mais qui changent de place régulièrement. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui se trouvent une place en hébergement, après ça vont s'installer chez un ami, ça ne fonctionne plus, se trouvent une chambre, un petit peu dans la rue, un petit peu, donc beaucoup ce cycle-là d'itinérance. Ça, j'en ai vu plusieurs. Mais qu'est-ce qui amène une personne à se retrouver dans une situation d'itinérance? Ici, dans la région de la Naudière, un des facteurs importants, c'est qu'il y a beaucoup de gens en situation de pauvreté. Puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas des logements accessibles, qui soient abordables et sécuritaires. C'est long pour les personnes d'essayer de trouver un logement qui soit abordable. La question, c'est pas de trouver un logement, il y en a des logements. Mais la réalité, c'est qu'une personne qui est en situation de pauvreté, si on pense aux revenus garantis, où on dit que ces gens-là, ils ont 620 de revenus par mois, puis que le loyer en coûte 500 minimum, en moyenne, dans la région. Puis ça, 500, c'est un chiffre petit. C'est conservateur. C'est très, très conservateur. Imaginez la difficulté pour les gens pauvres, juste de se loger. C'est aussi la facilité d'avoir des sommes financières, que ce soit au niveau du gouvernement, par exemple, le CSST ou l'assurance-emploi. Bon, il y a des délais qui sont obligatoires, ce qui oblige les personnes souvent à aller chercher dans leur bas de laine. Quand le bas de laine est épuisé, ils se retrouvent dans ce moment-là en situation d'expulsion de leur logement ou de la perte de leur maison. C'est aussi toutes les causes familiales ou sociales, qui veut dire la famille, est-ce qu'il y a un éclatement de la famille, est-ce qu'il y a de la violence, est-ce qu'il y a eu un suivi des enfants qui ont grandi. On observe que souvent les personnes qui sont en situation d'itinérance ont souvent une faible scolarité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas déjà fait beaucoup d'argent. Il y en a qui ont travaillé, ils ont fait 50 000 dans leur vie, ils perdent leur emploi, mais ils ont un secondaire 2.
Fait que là, ils sont à haut risque de se retrouver en situation d'itinérance. L'itinérance, c'est une problématique qu'on dit multiproblématique. C'est toujours associé avec des troubles concomitants, que ce soit la toxicomanie, la santé mentale, c'est les plus connus, puis ceux qu'on observe le plus. Je vois beaucoup de problématiques de santé mentale, des gens qui ne sont pas pris en charge ou du moins que peut-être qu'ils ont déjà eu dans le passé un diagnostic, ils ne sont pas médicamentés, ils n'ont pas de suivi. Il y a comme un trou de service qui fait en sorte que ces gens-là se retrouvent dans la rue. Souvent, il va y avoir aussi de la consommation à travers ça, ce qui va faire en sorte qu'ils se retrouvent souvent en situation de vulnérabilité. J'avais déjà ce mode de vie-là. Moi, je viens d'une petite ville de 5000 habitants, puis c'est qu'il n'y avait rien dans le temps. Puis on se ramassait 40 jeunes dans le parc, puis on consommait. À l'âge de 12-13 ans, là, ça a commencé à être pas mal élevé. Là. Ça vient de ton enfance? Oui, ça vient de mon enfance. Là. Les amis que j'avais là-bas, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autobus. Qu'est-ce qu'on avait à faire, c'est qu'on allait soit dans le bois ou dans le parc. On allait triper là. C'était pas mal ça. Là. Ça a été comme ça jusqu'à temps que j'ai ma voiture, puis que là, je tombe en majorité, puis que je commence à consommer des drogues dures. J'ai consommé pendant 15 ans. J'ai travaillé quand même 11 ans au même endroit. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vendu la compagnie. Je me suis retrouvée sur le chômage. Puis j'aimais pas ce travail-là en tant que tel. Je restais là plus pour le salaire. J'avais quand même un bon revenu. Puis c'est ça, je ne veux pas retourner dans ce domaine-là parce que j'étais pas heureuse. Puis je consommais beaucoup. Je consommais en travaillant. J'avais un mal de vivre intense. Je pensais juste à me droguer. Je vivais pour ça. J'ai fait une désintox. J'ai fait une autre thérapie il y a 7 ans. J'ai rechuté, j'ai retourné dans mon même mode de vie. J'ai rechuté, j'ai pas fait ce que j'avais à faire. J'ai rechuté pendant 7 années. Si j'étais allée en thérapie, c'était pour m'en sortir parce que j'ai quand même eu 15 ans de toxicomanie assez intensive. Donc, j'avais les mêmes amis depuis 25 ans. Malgré qu'eux, ils ont arrêté de consommer, juste le fait de les voir, ça me donne envie de consommer. Fait que c'était pas vraiment une bonne idée de demander de l'aide par rapport à eux. Fait que... Un soir, j'ai appelé ma mère pour lui demander si je pouvais faire un retour chez elle. On s'est sans doute mal compris. J'ai compris oui. Fait que j'ai donné ma notice à la thérapie. Puis le lendemain, quand je l'ai appelée pour confirmer quand est-ce qu'elle viendrait me chercher, ma mère, elle avait changé son fusil d'épaule. Fait que j'ai pris plus son oui pour acquis. Avec raison, je la comprends de ne pas vouloir me reprendre. J'en ai fait vivre beaucoup. Puis à un moment donné, les parents se tannent de ça. Fait que là, j'étais dans un impasse. J'avais déjà donné ma notice que je m'en allais. J'avais pas le choix de quitter. Ouais, j'avais peur. J'ai eu peur pendant un instant. Je me demandais ce qui allait arriver de moi. Puis oui, j'avais peur. J'avais peur de ce qui allait arriver de moi. Je voulais pas consommer. Puis je voulais pas retourner dans le même mode de vie. En parlant avec un résident de la thérapie, il m'a conseillé de venir ici à la hutte. Il m'a dit, va à la hutte, tu vas avoir un encadrement, ils vont t'aider dans tes démarches et tout et tout. Fait que je me suis retrouvée ici. Ici, c'est la hutte. Un gîte temporaire qui a pour mission de recevoir et d'héberger toute personne qui se retrouve en situation d'itinérance. Avec ses 16 places d'hébergement d'urgence, ses 4 places en appartement pour les familles, ses 4 places en appartement transitoire, ainsi que ses 6 places en dortoir pour la nuit, la hutte accueille autant les hommes que les femmes, âgés de 18 ans et plus.
C'est la porte avant d'être dans la rue ou encore les personnes qui sont dans la rue peuvent entrer directement là, au niveau de la réintégration sociale en passant par la hutte. Donc, le cheminement, c'est elle peut séjourner à la hutte une dizaine ou une douzaine de journées. On va l'aider à se libérer de ses impasses, puis par la suite, bien, on considère qu'elle va être capable là, de combler ses besoins puisque les urgences vont avoir été réglées. Je suis arrivée ici avec mes 2 pack-sacs. Ça s'est bien passé, mais au début, je me demandais, tu sais, j'étais pas à l'aise parce que c'est quand même une place pour les itinérants. Puis vu que j'avais jamais vécu ça, j'ai quand même eu une bonne job puis tout dans ma vie. Puis j'ai travaillé au même endroit 11 ans de temps. Ça a pris une journée ou 2 avant de me mettre à l'aise, là, puis quand quelque chose n'allait pas, les intervenantes, ils sont quand même là pour nous faire parler, là. Quand une personne en situation d'itinérance est supportée par un organisme communautaire, c'est à ce moment-là où la personne, elle est logée, elle est nourrie, on a répondu à ses besoins de base, est en mesure de se mettre en marche dans une démarche thérapeutique ou dans une démarche de rééquilibre, si on veut, de sa vie. Donc, nous, on est là pour les aider à tranquillement trouver des avenues qui peuvent rendre leur vie un petit peu plus facile, si je peux me permettre. Mais c'est aussi de les diriger vers les ressources du milieu, c'est de répondre à leurs besoins. Nous, on va les diriger pour qu'ils aient accès à un revenu, aux soins de santé, accès à un logement aussi qui soit décent. Notre objectif, c'est d'assurer au plus vite le retrait des personnes en situation d'itinérance pour qu'ils réintègrent le plus rapidement là, possible là, la société. Contrairement à Montréal, les services dans la région de Lanaudière sont dispersés, ce qui rend plus difficile la route de la réintégration. Il ne suffit pas de développer des programmes, mais dans le parcours d'une personne qu'on accompagne, il faut être en mesure d'harmoniser les services autour de la personne. Et ça aussi, c'est un enjeu important. Oui, il y en a des services, mais il faut être en mesure de les donner dans le temps réel de la personne, dans son moment présent. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la mobilisation, de la concertation. Et ça, c'est peut-être les actions qui vont être possibles avec l'arrivée d'un plan d'action national. Les différents acteurs et organismes communautaires attendent avec impatience le plan d'action en itinérance du gouvernement du Québec, qui devrait être déposé en décembre par la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, Lucie Charlebois. Ce plan devrait permettre aux organismes de souffler un peu et de concentrer leurs énergies à intervenir auprès des gens qui en ont besoin, au lieu de passer leur temps à chercher des subventions à gauche et à droite. En attendant ce plan, les organismes qui luttent à l'itinérance se sont regroupés et mènent des actions concertées. Nous, on est chanceux dans la région de Lanaudière. On a 3 concertations en lien avec la prévention et les actions pour lutter contre l'itinérance. Enfin, on a la table action prévention en itinérance de Lanaudière qui regroupe plus de 26 organismes, que ce soit communautaire ou public. Et puis, on travaille pour que les personnes qui vivent des situations d'itinérance aient une voix. On travaille ensemble pour créer des liens, des passerelles, pour assurer un continuum de services. Il y a aussi le comité régional en itinérance de Lanaudière qui regroupe différents acteurs au niveau de la santé, au niveau du communautaire. Et on se développe plus en intersectorialité, donc vis-à-vis de l'emploi, du revenu. Donc l'objectif, ça va être de travailler et de développer les passerelles, les liaisons pour que ça soit fluide et assurer un continuum de services. Lynne Gilbert, infirmière de rue, travaille elle aussi à jeter des ponts entre les différents services. Moi, j'arrivais avec un mandat bien précis du ministère. C'était vraiment d'aller chercher les gens pour faire des tests de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Parce qu'on sait que souvent, dans ce bassin de population-là, ces gens-là vont se placer parfois à risque. Et puis, ils n'ont pas nécessairement le lien avec le milieu de santé. Fait que c'était comme d'essayer de les raccorder justement au centre hospitalier ou du moins au service de santé pour leur permettre d'avoir une accessibilité plus grande.
principaux partenaires de travail, c'est l'ensemble des organismes communautaires, maisons d'hébergement, maisons de thérapie, aussi café de rue, les travailleurs de rue aussi. On a décidé de faire des cliniques de dépistage d'infections transmissibles sexuellement sur place dans les différents organismes. Je me déplace avec mon matériel, tout ça. Au cœur de la multitude des services offerts, rien n'est plus précieux que l'accompagnement personnalisé, ce dont Catherine a pu bénéficier dans son cheminement à la hutte. J'ai de l'aide ici. On n'est pas laissé à moi-même. Je suis encadrée aussi. Si ça va pas, il y a quelqu'un à qui je peux parler. Là, j'ai des rendez-vous. J'ai essayé de continuer les bonnes habitudes que j'avais en thérapie. Je vais à mes rendez-vous avec mon intervenant du CRD. Je vais au rendez-vous dentiste. Je fais des meetings. Des meetings de quoi? Je fais des meetings AA. Là, je vais commencer à faire des meetings GA. Mon intervenante, son bureau est juste à côté de notre appartement. Fait que, c'est facile de communiquer avec elle. Puis elle vient nous voir souvent. Puis, on est surveillés. Puis c'est correct comme ça. Moi, j'aime bien ça de même. Puis comme ça, Ça ne te dérange pas d'être surveillée? Non, non. Qu'il y ait des règles? Puis... Pas du tout. OK. Pas du tout. J'étais surveillée en thérapie, puis je suis surveillée ici, puis c'est correct comme ça. Je me retrouverais dans la rue, peut-être que là, je me laisserais un peu plus aller, puis je retournerais dans mes vieux patterns. Fait que je trouve ça bien correct comme ça. En fait, il y a plusieurs éléments qui ont été déterminés avec la table d'action prévention de l'itinérance de la naudière. Premièrement, on sait que ça prend beaucoup d'accompagnement pour soutenir les personnes. Ils ont tellement des problèmes complexes que tout ça, c'est difficile. Une des grosses problématiques, c'est que les gens qui sont en situation de désaffiliation sociale, une faible scolarité, il y en a beaucoup qui sont analphabètes, quand ils arrivent pour faire leur demande, c'est complexe. Parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives à faire, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Tu sais, on a beaucoup l'esprit d'empowerment, de développer l'autonomie chez les personnes, mais la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui sont bien loin de l'autonomie. Quand on parle de désaffiliation sociale, ils ont des habiletés, mais quand ça fait 10 ans que tu vis dans la rue, là, je vois à l'extrême, il y a des choses tu sais, on parle de réadaptation, il y a des choses à développer, puis il faut les accompagner dans ces démarches-là. Certaines personnes seront capables, dès le départ, ils ont déjà tous les acquis en eux pour entreprendre les démarches par eux-mêmes, mais d'autres, non. Et ça, c'est un gros problème dans notre région, l'accompagnement. Il nous manque de ressources pour les accompagner au quotidien. En fait, depuis le 1er avril 2013, on offre de l'accompagnement social auprès des personnes en situation qui ont connu l'itinérance, ce qui veut dire qu'on va à leur domicile ou encore à l'endroit qu'ils ont choisi, puis on regarde avec eux comment ça va au niveau du budget, le maintien de l'hygiène personnelle, mais aussi au niveau de leur chambre ou de leur logement. Ils ont besoin d'accompagnement, par exemple, pour aller rencontrer un agent de probation ou un médecin ou un psychiatre. Donc, on y va selon leurs besoins à eux, selon leurs demandes. On ne peut pas définir leurs besoins pour eux, dire, bien, dans le fond, si c'est un problème de consommation, c'est la thérapie tout de suite. Mais il faut voir où ils sont, puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire comme cheminement. On les accompagne vers un mieux-être, mais on les accompagne. On fait un petit pas à la fois. Parce que c'est sûr que si moi, je décide pour eux de ce qu'ils ont besoin, c'est pas gagnant nécessairement. Il faut vraiment les accompagner vers la démarche qu'eux, ils veulent entreprendre. Aujourd'hui, le regard de Catherine est tourné vers l'avenir. J'essaie de continuer dans le bon chemin, de m'éloigner des gens qui consomment. C'est sûr que je connais pas beaucoup de monde dans cette ville-ci, mais tranquillement, pas vite, je commence à connaître du monde, là, puis à jaser plus. Puis le monde me reconnaisse quand je vais commencer à aller au meeting, c'est le fun. Puis j'essaie de penser à moi, je fais de la peinture, je fais des choses que j'avais jamais faites. Je vous dirais, il faut les prendre où ils sont, puis pas juger. Puis ça fait toute la différence, parce qu'ils viennent facilement vers le service. Quand il est disponible dans le milieu, c'est surprenant même.
C'est de tisser un bon lien de confiance avec eux. À partir de là, on est capable de les faire cheminer ou de les faire avancer vers quelque chose. Quand ils sont prêts à le faire, évidemment. On fait un petit bout de chemin, on ne sait jamais ce que ça va donner comme résultat au bout du compte, mais il faut croire en l'humain, puis il faut croire en sa capacité de s'aider aussi, puis de se rétablir par rapport à une situation, là. J'ai travaillé un peu sur mes problèmes en thérapie. J'ai eu des ateliers qui m'ont aidée. J'avais un gros problème avec la culpabilité, puis je me suis à moitié pardonné ce que j'avais fait. La manière que je vois la vie aujourd'hui, je la vois sans consommation. L'heure est même venue pour elle de penser à son rôle dans la société. J'ai décidé, avec motivation, de retourner aux études. Donc, j'ai commencé à faire les démarches pour retourner aux études. Je vais à la bibliothèque, je fais des recherches pour savoir ce que je veux faire comme métier dans la vie. Peut-être aide infirmière. Okay. J'essaie de voir ça au jour le jour pareil parce que faut pas que je me donne de trop gros buts dans la vie. Parce que je sais qu'est-ce que ça a fait avec mon autre thérapie. Je sais à quoi m'en tenir si jamais je vois l'avenir trop. Fait que j'essaie quand même de faire ça rapidement. C'est sûr que je veux pas. Je désire pas retourner à l'école dans 6 mois. J'aimerais ça retourner le plus tôt possible. Finir mon école, puis avoir un métier, puis avoir mon autonomie, puis avoir mon appartement, puis ma vie. Là. C'est une belle vie, là. Voilà, c'est ce qui conclut cette émission. Outre la hutte, d'autres organismes peuvent venir en aide aux personnes démunies et en situation d'itinérance dans le sud de la Naudière. Des ressources sont disponibles pour les jeunes, comme le Centre Le Diapason, pour les femmes, comme Regard en elles, pour les jeunes qui éprouvent des difficultés en santé mentale, comme Habitat Jeunesse de Mascouche. D'autres viennent mettre un baume dans la vie des plus démunis, comme le Vaisseau d'Or, le Café de rue solidaire de Terrebonne et le Travail de rue de Repentigny et Terrebonne. Si vous avez besoin d'aide ou si vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin, n'hésitez pas à les consulter et ils vous référeront au bon endroit pour cogner à la bonne porte. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission Chant libre. À la semaine prochaine.